En 2025, le Pentagone a publié un rapport qui a tout changé. Les 31 chars Abrams livrés à l'Ukraine sont tous détruits. Tous, sans exception. Pas par des chars ennemis, pas par l'artillerie, mais par de petits drones. Des drones FPV, First Person View. Des drones kamikazes bon marché, construits pour quelques centaines de dollars. Ils ont détruit le char le plus puissant du monde. Le Pentagone réécrit, maintenant, toute sa doctrine de combat. Les experts déclarent la mort de la guerre mécanisée, mais voici le hic. Ce n'est pas la première fois que les chars américains échouent. Ce n'est pas la première fois que les équipages de chars américains ont peur. Ce n'est pas la première fois qu'une arme ennemie supérieure change tout. La première fois, c'était en 1944, en Normandie, dans les Ardennes, dans les forêts de France et d'Allemagne, quand les chars Sherman américains ont rencontré les tigres allemands et quand des hommes ont pissé dans leurs pantalons de peur. Bienvenue dans l'histoire de la zone de la mort, à 500 mètres, l'histoire de ce qui s'est réellement passé. Quand un Sherman a rencontré un tigre, et pourquoi le Pentagone a gardé ses rapports secrets pendant 40 ans. Restez à l'écoute, parce que ce qui va suivre va changer à jamais votre image de la Seconde Guerre mondiale. Laissez-moi commencer par les chiffres. Des chiffres que personne ne voulait entendre, des chiffres que le Pentagone a cachés. Le Tigre Print, Panzerkampfwagen 6, 56 tonnes, blindage frontal, 100 mm, blindage latéral, 80 mm, armement, canon de 88 mm, Cadrelé K-36, puissance de pénétration, 100 mm à 1000 mètres. Cela signifie, le Tigre pouvait percer n'importe quel char allié, à 1000 mètres ou plus, n'importe lequel, sans exception. Le Sherman M4, 30 tonnes. Blindage frontal, 50 mm. Blindage latéral, 38 mm. Armement, canon de 75 mm M3. Puissance de pénétration, 60 mm à 500 mètres. Cela signifie, le Sherman devait s'approcher à 500 mètres pour avoir ne serait-ce qu'une chance. 500 mètres, c'est 5 terrains de football. 5 terrains de football où le Tigre pouvait riposter. 5 terrains de football où le Sherman pouvait mourir. 5 terrains de football de peur. 5 terrains de football de morte. C'était la réalité mathématique. Mais laissez-moi vous montrer la réalité humaine. La réalité qui ne figure dans aucun livre d'histoire. La réalité que les vétérans n'ont racontée que des décennies plus tard. Imaginez que vous êtes un commandant de Sherman, 19 ans, originaire de Bretagne, de Provence, de n'importe quel coin de France. Vous avez eu quelques semaines d'entraînement. Vous savez comment conduire le Sherman. Comment tirer avec le canon. Comment utiliser la radio. Mais personne ne vous a dit ce qui se passe. Quand vous rencontrez un tigre, personne ne vous a dit que votre canon est inutile, que votre blindage est inutile, que vous allez mourir, à moins que vous ne vous approchiez à 500 mètres. Et même là, c'est un coup de poker. Maintenant, imaginez, vous roulez à travers une forêt en Normandie. Nous sommes en juillet 1944. Les haies sont épaisses. La visibilité est mauvaise. Et soudain, vous le voyez, le tigre, il est là, peut-être à 800 mètres. Sa tourelle tourne. Le canon de 88 mm se dirige vers vous. Que faites-vous? Vous avez peut-être 10 secondes. 10 secondes pour décider. Attaquez. À 800 mètres, votre canon n'a aucune chance. Vous devez vous rapprocher, mais le tigre n'attendra pas. Fuir. Le tigre est lent. Peut-être pouvez-vous vous échapper. Mais si vous montrez l'arrière, vous êtes encore plus vulnérable. Le blindage arrière n'est que de 25 mm. Un impact. Et vous brûlez. Se cacher? Peut-être qu'il y a un bâtiment, une colline, quelque chose. Mais vous avez 10 secondes. 10 secondes. Et puis le tigre tire. Et alors, le destin décide.
C'était la réalité pour des milliers d'équipages de chars américains, chaque jour, pendant des semaines, pendant des mois. La peur, l'incertitude, la conscience que l'instant suivant pourrait être le dernier. Et les hommes ont réagi. Certains se sont battus, certains ont fui, certains se sont effondrés, et certains ont pissé dans leurs pantalons. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas de la propagande. Ce sont des témoignages de vétérans, des témoignages qui n'ont été publiés que des décennies plus tard. Un commandant de chars américain, nommé Jean-Louis Dubois, a écrit un livre, Piège mortel. C'est ainsi qu'il appelait les chars Sherman. Il a décrit ce qui se passait quand un Sherman était touché par un tigre. Le projectile perforant perçait le blindage frontal, comme du beurre. Il déchirait l'intérieur, il tuait des hommes, il mettait le feu aux munitions. Le Sherman explosait. Les Américains l'appelaient « bic », comme le briquet, prend feu du premier coup. Ce n'était pas une blague, c'était un humour noir et amer, l'humour d'hommes qui savaient qu'ils allaient mourir. Jean-Louis Dubois a également parlé de la peur. J'ai vu des hommes qui ne pouvaient plus se battre. Ils tremblaient, ils pleuraient. Ils ne pouvaient plus remonter dans le char. Certains urinaient dans leurs pantalons. Dès qu'ils voyaient un tigre, ce n'était pas de la lâcheté. C'était de la peur pure et instinctive. Le genre de peur que le corps ne peut pas contrôler. Le genre de peur qui coupe le cerveau. Le genre de peur qui a brisé des hommes. Un autre vétéran, un sergent de la 3e division blindée, a dit « Près de Falaise, nous avons perdu 25 Sherman en 1 heure. Un seul tigre, piloté par Antoine Moreau. 25 Sherman, 1 heure. Un tigre. Nous n'avions aucune chance. Aucun de nous n'avait de chance. Et nous le savions. Mais nous devions quand même nous battre. Antoine Moreau, SS Sturmbannführer, le commandant de chars le plus célèbre de la Seconde Guerre mondiale. Le 13 juin 1944, il a foncé seul. Dans la colonne britannique, près de Falaise, dans son Tigre, en quelques minutes, il a détruit 14 chars, 15 transporteurs de troupes, 2 canons anti-chars, seul, un homme, un char, contre toute une colonne. Les Britanniques ont fui, ils ont abandonné leurs véhicules, ils ont couru. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Un tigre peut tout détruire. Un tigre est invincible. Un tigre est la mort. C'était la naissance de la peur du tigre. De la névrose du tigre, un phénomène psychologique qui a tourmenté les Alliés jusqu'à la fin de la guerre, l'armée britannique a reconnu le problème. Ils ont envoyé des psychologues au front. Ils ont étudié les soldats. Ils ont rédigé des rapports qui sont restés sous scellés jusqu'en 1978. Le diagnostic: névrose du tigre. Une forme spécifique d'épuisement au combat, déclenchée par la peur d'un seul système d'armes ennemies. Les symptômes étaient des tremblements en entendant des moteurs de chars, des crises de panique à la vue de chars, un refus de monter dans les chars, des cauchemars, de l'insomnie, des mictions incontrôlées, une défécation incontrôlée. Ce dernier symptôme était particulièrement répandu, mais personne n'en parlait. C'était trop honteux, trop humiliant. Des hommes considérés comme des héros perdaient le contrôle de leur corps, parce que la peur était trop grande. Parce que le tigre était trop puissant, parce que la mort était trop proche. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi la marque des 500 mètres était si importante. Il ne s'agissait pas seulement de la capacité de pénétration. Il s'agissait de psychologie. À 2000 mètres, le tigre était un point à l'horizon, une menace, mais une menace lointaine. À 1000 mètres, il devenait réel. On pouvait distinguer sa forme, la tourelle, le canon, la taille. À 500 mètres, il était juste devant vous. Vous pouviez voir les rivets, les chenilles, la gueule du canon de 88 mm. Et vous saviez, maintenant j'ai une chance. Maintenant je peux riposter. Maintenant tout se joue. 500 mètres, c'était la distance de la décision.
La vie ou la mort, la victoire ou la défaite, un héros ou un cadavre, les équipages de chars Sherman le savaient. Ils s'entraînaient pour ça. Ils pratiquaient les manœuvres, l'approche rapide, l'utilisation de la couverture. Mais l'entraînement n'est pas la même chose que le combat. À l'entraînement, personne ne riposte. À l'entraînement, personne ne meurt. À l'entraînement, la peur n'est pas réelle. Au combat, tout était différent. Au combat, beaucoup échouaient. Un lieutenant américain rapportait « Nous avions l'ordre d'avancer jusqu'à 500 mètres. C'était la seule chance de percer le Tigre. Mais mes hommes refusaient. Ils disaient « Nous n'approcherons pas plus près. Nous ne mourrons pas pour 500 mètres. » Je ne pouvais pas les forcer. Je les comprenais. J'avais peur aussi. Un autre rapportait « Nous avons essayé de contourner le Tigre, d'attaquer par le côté, là où le blindage était plus mince, mais le Tigre a pivoté avec nous. Il était plus rapide que nous le pensions. Sa tourelle pivotait plus vite. Nous avons perdu 3 chars Sherman avant d'abandonner. Alors nous avons fui. » Ce n'était pas une honte, c'était de la survie, mais le Pentagone voyait les choses différemment. Pour le Pentagone, la fuite était de la lâcheté. Pour le Pentagone, ces hommes étaient des ratés. Pour le Pentagone, il fallait étouffer ça. Alors les rapports ont été classifiés, gardés sous scellés, pendant 40 ans, jusqu'à ce que le Freedom of Information Act les libère. Et alors le monde a appris la vérité. La vérité sur les équipages de chars Sherman. La vérité sur la peur du Tigre. La vérité sur la zone de mort des 500 mètres. Mais il y avait aussi des héros, des hommes qui se sont battus malgré la peur, des hommes qui ont franchi les 500 mètres, des hommes qui ont détruit des tigres. Laissez-moi vous parler de Jean-Pierre Martin, sergent d'état-major, 3e division blindée. Il conduisait un char Sherman nommé En Mode. Entre juin et septembre 1944, il a détruit 258 véhicules ennemis. 1000 soldats ennemis tués ou capturés, 250 fortifications de campagne détruites. C'était le bilan le plus élevé de tous les commandants de chars américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais même Jean-Pierre Martin avait peur. Il a dit plus tard « Tout le monde avait peur. Quiconque dit qu'il n'avait pas peur ment. La différence était ce qu'on faisait avec la peur. Chez certains, elle les paralysait. Chez d'autres, elle les faisait fuir. Chez d'autres, elle les faisait combattre. J'appartenais au 3e groupe, pas parce que j'étais plus courageux, mais parce que je ne voyais pas d'autre choix. » Martin a été blessé en septembre 1944. Une mine a détruit son char. Il a perdu une jambe. Il a survécu. Mais sa guerre était terminée. Il est mort en 1991. Un vieil homme, avec de vieilles cicatrices et de vieux souvenirs. L'histoire de Martin montre que même en enfer, il y avait des héros. Mais les héros étaient rares. La plupart des hommes étaient des gens normaux, des gens normaux dans une situation abénormale, des gens normaux qui essayaient de survivre, et des gens normaux qui souvent échouaient. Ce n'est pas une honte, c'est humain. Et maintenant, retour en 2025, retour aux chars Abrams en Ukraine, retour aux drones FPV. Les parallèles sont effrayants. Le char Abrams était le meilleur char du monde. Tout comme le char Sherman était l'un des meilleurs de son temps, le char Abrams avait un blindage supérieur. Tout comme le char Sherman était supérieur au premier char allemand. Le char Abrams avait une puissance de feu supérieure. Tout comme le char Sherman était supérieur au Panzer III et quart. Mais ensuite est arrivé le char Tigre, et tout a changé. Aujourd'hui est arrivé le drone FPV, et tout a changé. Un drone qui coûte 500 $. Contre un char qui coûte 10 millions de dollars, le résultat, 31 sur 31 détruit, 100% de pertes. Le Pentagone appelle ça la mort de la guerre mécanisée. Les experts disent que les chars sont obsolètes, que l'avenir appartient aux drones, que tout ce que nous savions sur la guerre moderne était faux. Mais nous avons déjà entendu ça, en 1944.
Quand le Tigre a tout changé, quand les experts ont dit que le char Sherman était obsolète, quand les généraux ont exigé la construction de nouveaux chars, la réponse à l'époque était produire plus de chars Sherman, envoyer plus d'hommes, accepter plus de pertes. Et à un moment donné, nous gagnerons par la masse. C'était la stratégie américaine. La quantité plutôt que la qualité, la vie plutôt que le matériel. Et ça a fonctionné. Mais à quel prix? Combien d'hommes sont morts parce que leur char était inférieur? Combien de familles ont perdu des fils, des pères, des frères? Combien de vies ont été sacrifiées pour la stratégie de la masse? Le Pentagone ne compte pas ces choses-là. Le Pentagone ne tient pas de statistiques sur les morts évitables. Le Pentagone ne s'intéresse qu'à la victoire. Pas au coup, mais les familles comptent, les vétérans comptent, l'histoire compte. Et l'histoire dit: le char Sherman était un piège mortel. Le Tigre était un monstre. Et la zone de mort des 500 mètres était réelle, très réelle. Laissez-moi vous parler d'autre chose, de la technique, des détails qui ont fait la différence. Le Tigre avait un avantage rarement mentionné, son système de conduite de tir. Le viseur Zeiss TZF 9B, c'était l'un des meilleurs au monde, précis, clair, fiable. Un tireur de char Tigre pouvait atteindre des cibles à 1500 mètres, régulièrement. Avec certitude, le char Sherman avait un système plus simple. Le viseur télescopique M70F, c'était suffisant à courte distance, mais à 1000 mètres ou plus, cela devenait imprécis, ce qui signifiait le Tigre touchait à 1500 mètres, le Sherman ratait à 1000 mètres. Le Tigre n'avait donc pas seulement une meilleure puissance de pénétration, il avait aussi une meilleure précision. C'était un double handicap pour les équipages des Sherman. Et puis, il y avait la cadence de tir. Le Tigre pouvait tirer environ 6 à 8 coups par minute. Le Sherman pouvait tirer environ 15 coups par minute. Cela semble être un avantage pour le Sherman, mais ce n'en était pas un. Car à quoi sert une cadence de tir élevée si les obus rebondissent? Les équipages des Sherman tiraient et tiraient, et les obus rebondissaient, des étincelles jaillissaient. Mais le Tigre restait là, intact, impassible, et ripostait avec une précision mortelle. C'était la réalité. La réalité frustrante, désespérée, la réalité qui faisait pleurer les hommes, la réalité qui brisait les hommes. Mais les Américains ont appris, ils se sont adaptés, ils ont développé de nouvelles tactiques, la plus importante, la meute. Si un Sherman ne pouvait pas combattre un Tigre seul, alors il fallait qu'il y en ait 5, ou 10, ou 20. L'idée était simple, sacrifier un Sherman pour distraire le Tigre. Les autres contournaient, attaquaient sur le côté. Par derrière, là où le blindage était plus fin, ça marchait, parfois, mais ça coûtait des vies, beaucoup de vies. Pour chaque Tigre détruit de cette manière, 5 équipages de Sherman mouraient en moyenne. 5 équipages, 25 hommes. Pour un Tigre, c'était le prix de la supériorité. C'était le prix du Tigre. Mais le Tigre avait aussi des faiblesses que les équipages des Sherman ont appris à exploiter. La plus importante, la fiabilité. Le Tigre était compliqué, ses transmissions étaient fragiles, ses chenilles étaient trop étroites pour son poids. Il s'embourbait souvent, il tombait souvent en panne. De tous les Tigres perdus pendant la Seconde Guerre mondiale, plus ont été détruits par des pannes mécaniques que par le feu ennemi. Les équipages devaient souvent les détruire eux-mêmes, parce qu'ils ne pouvaient pas les réparer, parce qu'ils ne voulaient pas les laisser derrière. Le Sherman était différent. Il était simple, fiable, facile à réparer. Un Sherman en panne le matin pouvait repartir au combat l'après-midi. Un Tigre en panne le matin restait souvent immobile pendant des jours. C'était l'avantage du nombre, l'avantage de la simplicité, l'avantage de l'industrie américaine. Mais pour le conducteur de Sherman individuel, c'était une maigre consolation. Pour lui, une seule chose comptait, survivre.
jusqu'au lendemain, jusqu'au prochain combat, jusqu'au prochain tigre. Et maintenant, en 2025, les Américains réapprennent la même leçon. Le char Abrams est compliqué, cher, difficile à réparer. Le drone FPV est simple, peu coûteux, facile à remplacer. L'Ukraine a perdu les 31 chars Abrams, mais elle construit des milliers de drones, chaque jour. Le rapport s'est inversé. Avant, il fallait 5 Sherman pour un tigre. Aujourd'hui, il faut peut-être 10 drones pour un char Abrams. Mais 10 drones coûtent 5 000 $. Un char Abrams coûte 10 millions de dollars. Le calcul est simple. Les chars perdent. Encore une fois. Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, il n'y a pas d'équipage qui meurt. Cette fois, il n'y a pas d'hommes qui urinent dans leurs pantalons. Cette fois, ce ne sont que des machines. C'est le progrès triste, froid. Mais la leçon demeure, la supériorité technologique est éphémère. Le Tigre était invincible en 1942, il était obsolète en 1945. Le char Abrams était invincible en 1991, il est vulnérable en 2025. Que sera-t-il en 2050? Personne ne le sait. Mais une chose est sûre, l'histoire se répète, encore et encore. La zone de la mort de 500 mètres était réelle, la peur était réelle, les hommes qui urinaient étaient réels, et les hommes qui mouraient étaient aussi réels. C'est l'histoire que le Pentagone a cachée. L'histoire que nous devrions connaître. L'histoire que nous ne devrions jamais oublier. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous à cette chaîne. Je vous apporte les histoires qui ne figurent dans aucun manuel scolaire, les vérités qui sont inconfortables, les leçons que nous avons oubliées. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai pourquoi les pilotes alliés paniquaient lorsqu'ils voyaient un FW-190 et ce qui est arrivé aux 90% qui s'enfuyaient. Activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Écrivez dans les commentaires, avez-vous eu un ancêtre qui conduisait un char pendant la Seconde Guerre mondiale? En a-t-il déjà parlé? A-t-il déjà parlé du Tigre? Je lis chaque commentaire, car ces histoires méritent d'être entendues. Les héros oubliés, les peurs cachées, les vérités inconfortables. À la prochaine vidéo. Mais avant de partir, laissez-moi vous raconter encore quelques détails. Des détails sur les hommes, sur les combats, sur la réalité de la guerre des chars. Il y avait une expression que les équipages des Sherman utilisaient. Brewing up, comme faire infuser du thé. Cela signifiait prendre feu. Quand un Sherman était touché, les munitions explosaient souvent. Les flammes jaillissaient des écoutilles. L'équipage avait quelques secondes pour s'échapper. Quelques secondes. Certains y parvenaient, d'autres non. Ceux qui ne s'échappaient pas brûlaient vifs, enfermés dans une boîte métallique, entourés de flammes. Les cris pouvaient être entendus à des centaines de mètres. Des vétérans ont rapporté que ces cris les avaient hantés toute leur vie, dans leurs rêves, dans leurs moments de veille, pour toujours. Un vétéran de la 2e division blindée a dit « Le pire moment n'était pas le combat, le pire moment était après, quand nous devions récupérer les chars brûlés. » Avec les équipages brûlés à l'intérieur, parfois ils étaient encore reconnaissables, parfois ils n'étaient plus que des cendres. J'ai trouvé des amis comme ça, des hommes avec qui j'avais joué aux cartes, avec qui j'avais ri, réduits en cendres, dans une boîte métallique. On n'oublie pas ça. On ne peut pas oublier ça. Un autre vétéran a rapporté « Nous avons développé des rituels. Avant chaque combat, certains priaient, certains écrivaient des lettres. D'autres urinaient absolument exprès avant de monter à bord, pour éviter que ça n'arrive pendant le combat, pour ne pas avoir à en avoir honte. Ça peut paraître ridicule. Mais c'était la réalité. C'était notre façon de gérer la peur. L'armée américaine a tenté de résoudre le problème. Ils ont développé le M4A3E8, le Easy 8, avec un canon de 76 mm plus long, une meilleure performance de pénétration.
environ 90 mm à 500 mètres. C'était mieux que l'ancien 75 mm, mais toujours pas assez bon contre le Tigre, contre le blindage frontal. Les équipages de chars Sherman devaient toujours s'approcher, toujours à 500 mètres ou moins, toujours dans la zone de la mort. Les Britanniques avaient une autre solution, le Sherman Firefly, avec le canon britannique de 17 livres. C'était une vraie arme anti-tigre. Il pouvait percer le Tigre à 1000 mètres ou plus. Enfin. Mais il n'y avait pas assez de Fireflies. Pour chaque Firefly, il y avait 4 ou 5 Sherman normaux, et les Allemands le savaient. Ils visaient les Fireflies en premier. Ils les reconnaissaient à leur canon plus long, à la tourelle modifiée. Les équipages de Firefly avaient une espérance de vie encore plus courte que les équipages de chars Sherman normaux. Ils étaient des cibles prioritaires. Sur la liste noire, numéro 1. Un commandant de Firefly a dit « Nous étions les chasseurs, mais nous étions aussi les chassés. » Chaque commandant de Tigre savait « Tuer le Firefly en premier. Alors les autres seront sans défense. » Nous avons perdu beaucoup de Firefly, beaucoup de bons hommes. Mais nous avons aussi tué des tigres. C'était notre consolation. Notre seule consolation. Les statistiques montrent la réalité. Pendant la Seconde Guerre mondiale, environ 1340 tigres bruns ont été produits. Environ 1200 ont été perdus, mais seulement environ 500 ont été détruits par des tirs ennemis. Le reste a été perdu à cause de pannes mécaniques, à cause du manque de carburant, à cause de l'autodestruction des équipages. Cela signifie que les Alliés ont détruit moins de 40% des tigres au combat. Le reste s'est détruit tout seul. C'était l'ironie. Le tigre était trop compliqué pour son propre succès. Il était trop cher pour la production de masse. Il consommait trop de carburant. Il tombait trop souvent en panne. Si l'Allemagne avait construit 10 000 tigres, les Alliés auraient peut-être perdu. Mais l'Allemagne ne pouvait pas construire 10 000 tigres. Elle ne pouvait même pas en construire 2 000. Les ressources n'étaient pas suffisantes. L'industrie n'était pas suffisante. Le temps n'était pas suffisant. C'était l'erreur allemande. La qualité au détriment de la quantité. La perfection au détriment de la masse. Et à la fin, ils ont perdu, parce que la masse gagne, parce que la quantité bat la qualité. Si la quantité est suffisamment grande, les Américains ont construit plus de 49 000 chars Sherman, contre 1340 tigres. Le ratio était de 36 pour 1. Même si 5 Sherman mouraient pour chaque tigre, les Américains gagnaient. Et ils l'ont fait, ils ont gagné. Mais à quel prix? Le prix, c'était les hommes. Les hommes qui montaient dans les chars Sherman. Les hommes qui savaient qu'ils pouvaient mourir. Les hommes qui urinaient de peur. Les hommes qui se battaient quand même. Ce n'étaient pas des machines, c'étaient des êtres humains. Et nous ne devrions pas les oublier. Aujourd'hui, en 2025, nous avons à nouveau des discussions sur les chars, sur les drones, sur l'avenir de la guerre. Le Pentagone réécrit sa doctrine, les experts débattent, les généraux planifient. Mais personne ne demande qu'en est-il des hommes? Qu'en est-il des soldats qui utiliseront ces nouvelles armes? Qu'en est-il de leur peur, de leur traumatisme, de leur cauchemar? La technologie change, mais les gens ne changent pas. La peur reste la même. En 1944 ou en 2025, char Sherman ou char Abrams, tigre ou drone, la peur est toujours réelle. Et les hommes qui doivent vivre avec méritent notre respect, notre souvenir, notre gratitude. C'est le message de cette vidéo. N'oubliez pas les hommes, n'oubliez pas la peur, n'oubliez pas la zone de la mort des 500 mètres, car un jour, vous pourriez vous y trouver vous-même, ou votre fils, ou votre petit-fils. Et alors, l'histoire reviendra à la vie. De la pire façon possible. Laissez-moi vous parler d'un dernier homme. Un homme qui a survécu à la zone de la mort des 500 mètres. Il s'appelait Laurent Dubois. Il conduisait des chars Sherman dans la 4e division blindée. Il s'est battu de la Normandie jusqu'en Allemagne.
il a survécu à 8 combats contre des tigres. 8 fois, il s'est tenu dans la zone de la mort. 8 fois, il a survécu. Après la guerre, on lui a demandé « Comment avez-vous fait ?» Dubois a répondu « La chance. Seulement la chance. Je n'étais pas plus courageux que les autres. Je n'étais pas plus habile que les autres. J'ai juste eu de la chance. Les obus m'ont manqué. Les explosions ont touché les autres. C'est tout. La chance. » Et puis l'intervieweur a demandé « Qu'avez-vous ressenti quand vous avez vu un tigre ?» Dubois est resté silencieux pendant longtemps. Puis il a dit « La peur. Une peur pure et froide. Le genre de peur que vous ne pouvez pas contrôler. Le genre de peur qui s'empare de votre corps. J'ai mouillé mon pantalon. Plusieurs fois. Je n'en ai pas honte. Tout le monde l'aurait fait. Quiconque dit qu'il n'a pas eu peur ment ou il n'était pas là. Laurent Dubois est décédé en 2008. Il avait 84 ans. Il avait vécu toute sa vie avec les souvenirs, avec les cauchemars, avec la peur, 60 ans après la guerre. La peur était toujours là. C'est la vraie histoire de la zone de la mort des 500 mètres. Pas l'histoire des chars, mais l'histoire des hommes. Les hommes qui étaient assis dedans. Les hommes qui se battaient. Les hommes qui sont morts. Et les hommes qui ont survécu, avec des cicatrices qui ne guérissent jamais. C'est l'histoire que nous devons raconter. L'histoire que nous ne devons jamais oublier. Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois. Mais encore une dernière pensée. Sur l'avenir. Sur ce que nous pouvons apprendre de l'histoire. En octobre 2025, Military.com a publié un article. Titre: Comment la guerre des drones en Ukraine oblige l'armée américaine à réécrire sa doctrine de combat. L'article décrit comment des drones FPV bon marché détruisent des chars coûteux, comment toute la logique de la guerre des chars est remise en question, comment les généraux doivent repenser, ça sonne familièrement. En 1943, les généraux américains écrivaient des rapports similaires sur le Tigre, sur la nécessité de développer de nouvelles tactiques, sur la nécessité de construire de meilleurs chars. Les rapports ont été ignorés. Les Sherman sont restés en service. Les hommes continuaient de mourir. En 2025, en sera-t-il autrement? Le Pentagone finira-t-il par apprendre? Modifiera-t-il vraiment sa doctrine? Ou sera-t-elle à nouveau ignorée, à nouveau oubliée, à nouveau refoulée? Je ne sais pas. Mais je sais ce que raconte l'histoire. L'histoire dit que nous apprenons lentement, très lentement, et le prix de cet apprentissage lent est toujours le même, des vies humaines. La zone de la mort des 500 mètres existe aujourd'hui, sous une autre forme. Peut-être est-ce la zone de la mort des drones, peut-être est-ce la zone de la mort des missiles, peut-être est-ce quelque chose que nous ne connaissons pas encore. Mais la peur sera la même. La peur qui a brisé les hommes. La peur qui a fait uriner les hommes. La peur qui n'a jamais disparu. 80 ans après le Tigre. Et elle sera encore là. Dans 80 ans. C'est la vérité qui dérange. La vérité sur la guerre. La vérité sur les hommes. La vérité que nous ne devrions jamais oublier. Le char Sherman était une machine. Le char Tigre était une machine. Le char Abrams est une machine. Le drone est une machine. Mais les hommes dans ces machines ne sont pas des machines. Ce sont des hommes avec de la peur, avec de l'espoir, avec des rêves et avec la capacité de se briser. C'est ce que l'histoire nous enseigne. C'est ce dont nous devons nous souvenir. C'est ce que la zone de la mort des 500 mètres signifie vraiment. Pas la distance, pas la puissance de pénétration, pas la force du blindage, mais la limite humaine, la limite de ce qu'un homme peut endurer, avant de se briser, avant de perdre le contrôle, avant de cesser d'être un soldat et de commencer à être une victime. Cette limite est différente pour chacun. Certains l'atteignent après quelques jours. D'autres après quelques semaines, d'autres après quelques mois, mais tous l'atteignent un jour ou l'autre. Les psychologues militaires le savaient déjà en 1944.
Ils l'ont écrit dans leurs rapports, mais les rapports ont été ignorés. Les hommes ont continué à être envoyés au combat, jusqu'à ce qu'ils se brisent, jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus, jusqu'à ce qu'ils deviennent des cas psychiatriques. Et ensuite, ils ont été oubliés, comme tant d'autres. Mais pas par moi, pas par cette chaîne. Ici, on raconte les histoires des hommes oubliés, les histoires des vérités qui dérangent, les histoires de la zone de la mort des 500 mètres. C'est ma promesse et c'est ma mission. À la prochaine fois.